1848, c'est pas tout à fait une date, c'est un millésime. Il ne concerne pas que la France, il concerne toute l'Europe et il ouvre dans le passé une brèche où rejoue évidemment l'espérance révolutionnaire. Et si on veut commencer cette histoire par un récit parisien, nous dirions qu'en février 1848, l'histoire commence par un banquet qui n'a pas lieu. Nous sommes sous le règne du roi Louis-Philippe, alors âgé de 75 ans, que les caricaturistes représentent sous les traits peu flatteurs d'une poire flétrie. Son gouvernement, présidé par François Guizot, est celui de la monarchie de Juillet. Ce régime doit son nom à la révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28, 29 juillet 1830, qui l'amenèrent au pouvoir. C'est une monarchie constitutionnelle, inspirée du modèle anglais, que l'on appelle censitaire, c'est-à-dire qui réserve le droit de vote aux plus riches, à ceux qui peuvent payer le plus d'impôts. Les réunions publiques sont théoriquement prohibées. Mais pour contourner cette interdiction, depuis les années 1840, les républicains socialistes et libéraux instaurent la tradition du banquet pour y discourir de l'élargissement du droit de vote et porter des toasts à une république à venir. Entre 1847 et 1848 est organisée une campagne d'environ 70 banquets devant culminer le 21 février, place de la Concorde, à Paris. Mais cette fois-ci, le banquet est interdit. Alors, la foule afflue vers la Concorde, où aurait dû se tenir le banquet, réclame au fond ce droit de se réunir et de parler politique. Et là, devant la pression populaire, très vite, le gouvernement cède. Le gouvernement de François Guizot, et c'est François Guizot lui-même, qui était le grand ministre de la monarchie de Juillet, qui démissionne. Cette victoire du camp réformiste soulève une grande joie à Paris. Le 23 février, la foule se dirige vers le boulevard des Capucines, au ministère des Affaires étrangères, pour y allumer des lampions. Boulevard des Capucines, il se passe quelque chose que les historiens, au fond, peinent à caractériser. Est-ce que c'est une provocation policière? Est-ce que c'est simplement un accident? En tout cas, une détonation éclate, une fusillade s'engage, il y a 10 morts. 10 morts sur le pavé parisien. Et là commence véritablement l'insurrection. Très vite, la situation échappe au gouvernement et la garde nationale, qui était la milice en armes du régime, mais également un lieu de sociabilité et de politisation, fait volte-face. Et à partir du moment où la garde nationale se retourne contre le régime de la monarchie de Juillet et prend fait et cause pour les émeutiers, ben c'est fini. Le jeudi 24 février, à 13 h, le roi abdique. Il abdique en faveur de son petit-fils parce qu'il croit encore pouvoir sauver le régime. Mais tout va très vite, tout s'emballe. Le peuple envahit les Tuileries et au soir, dès le soir du jeudi 24, la République est proclamée. La révolution de 1848 est une surprise. C'est une surprise pour le gouvernement, qui va, au fond, très très vite lâcher prise. C'est une surprise pour les opposants, c'est une surprise pour les républicains, pour les socialistes, c'est une surprise pour tout le monde. La France métropolitaine sort péniblement d'une crise économique qui avait touché toute l'Europe suite aux mauvaises récoltes de l'année 1845. Les prix augmentent, le chômage est massif. La notion de droit au travail, portée par de nombreux penseurs révolutionnaires, dont Charles Fourier, Flora Tristan ou Proudhon, est sans doute l'idée la plus importante de la Seconde République. Le droit au travail est proclamé le 25 février 1848, le lendemain donc de la proclamation de la République. La mise en acte effective, elle a lieu 2 jours plus tard, le 27 février, avec la création des ateliers nationaux. C'est une idée de Louis Blanc, du socialiste Louis Blanc. Il s'agit de demander aux maires d'arrondissement, d'organiser les conditions du travail des ouvriers au chômage à, on va dire, aujourd'hui, on dirait des travaux d'intérêt généraux. Dans l'esprit de Louis Blanc, les ateliers nationaux doivent être organisés comme des coopératives de production. Ça veut dire que ça met la notion d'association au cœur non seulement du régime, de la forme politique, mais de l'organisation économique et sociale. Ça change véritablement la société.
Paris, capitale de l'exil, est depuis les années 1830 la plaque tournante des idées révolutionnaires et progressistes en Europe. Marx et Engels s'y rencontrent en 1843 et de nombreux exilés politiques y trouvent refuge depuis les États allemands, polonais ou italiens. Partout en Europe gronde l'aspiration à une souveraineté populaire. Alors, nous n'avons parlé jusque-là que de Paris. Parce que Paris est la capitale des révolutions. Parce que l'Europe regarde Paris comme l'épicentre de l'espérance révolutionnaire. Mais il y a une onde de choc. Et cette onde de choc, elle ne se serait pas propagée s'il n'y avait pas eu le modèle parisien, ça c'est possible, mais elle ne se serait pas non plus propagée s'il n'y avait pas eu le relais viennois. La Vienne que nous allons chercher n'est pas celle des calèches à touristes, ni même celle que l'on trouve au Hofburg dans les appartements impériaux. En 1848, l'empereur Ferdinand Ier de la dynastie des Habsbourg n'est pas celui qui dirige réellement l'Empire. C'est le chancelier, le prince de Metternich, qui détient la réalité du pouvoir et mène la politique impériale d'une main de fer. Depuis 1815, au lendemain de la chute de l'Empire napoléonien, l'Europe est soumise à ce que l'on appelle l'ordre de Vienne, qui avait rétabli des monarchies autoritaires sur tout le continent, avec une constellation d'États italiens au sud, d'États germaniques au nord et au centre, l'énorme empire austro-hongrois qui regroupe une multitude de peuples avec une grande variété de langues et de cultures. À quelques dizaines de mètres du palais impérial se trouve la Diète, qui rassemble des représentants de différents territoires de l'Empire. C'est dans la cour de ce bâtiment que le 13 mars 1848 est lu publiquement le discours enflammé d'un nationaliste hongrois, Lajos Kossuth, qui exige un gouvernement parlementaire en Hongrie. C'est là que nous avons rendez-vous avec l'historien Quentin de Lermoz, spécialiste de l'histoire des révolutions au XIXe siècle. La foule qui est réunie ici, ce sont à la fois des curieux, mais on a aussi beaucoup d'ouvriers qui venaient fêter ce qu'on appelle la Saint-Lundi, à l'époque c'est leur jour de fête, qu'on rejoint des étudiants qui étaient juste à côté à l'université. Et c'est cette foule en fait d'ouvriers, d'étudiants, de curieux qui, à l'annonce, à la fin de la proclamation du discours de Kossuth, demandent la démission de Metternich. Les membres de la Diète ont un peu peur, ils vont au Hofburg qui est juste à côté, et le gouvernement en fait envoie la troupe. Donc la troupe vient, tire, fait 5 morts, ça commence à chauffer, et le maire de Vienne demande à ce qu'on mette l'armée hors de la ville. Le gouvernement capitule, et l'armée est mise hors de la ville, et le gouvernement autorise en fait la création d'une garde civique, c'est-à-dire de citoyens armés, c'est un vrai symbole révolutionnaire, et d'une légion académique. Et en 2 jours, ces 2 institutions réunissent 30 000 personnes. Metternich s'enfuit, et à ce moment-là, tout le monde comprend qu'une nouvelle phase, en fait, dans l'histoire du pouvoir autrichien débute. Nous pouvons chercher à identifier dans les rues de la Vienne d'aujourd'hui quelques jalons de la révolution autrichienne. L'église, place Am Hof, à côté de la caserne où la garde nationale offrit ses armes aux étudiants au premier jour de l'insurrection, la mobilisation du 26 mai, place Saint-Michel, la pendaison du ministre de la Guerre le 6 octobre, ou encore l'incendie du bâtiment qui abritait la bibliothèque impériale le 31 octobre. Mais dès le 13 mars, la révolution va se propager au-delà de Vienne et inspirer d'autres villes. Le 17 mars, elle est à Venise, le 18 à Milan et à Berlin, puis à Leipzig, le 23 à Holstein, le 24 à Parme et Modène, le 27 à Budapest, le 31 à Francfort. En avril, elle arrive à Munich, à Prague, Zagreb, va jusqu'à Karlovic et Blaj en mai 1848. Turin, Florence et Rome s'étaient déjà soulevés, prenant exemple sur Paris. Entre février et mai 1848, l'Europe entière entre en révolution. Mais les insurrections européennes ne tendent pas toutes dans la même direction. Au nord et au sud, les mouvements poussent à l'unification des peuples allemands et italiens. À l'inverse, l'Empire austro-hongrois est menacé d'implosion par les revendications d'indépendance de ses provinces aux langues et aux cultures différentes. Hongrois, Tchèques, Croates ou Slovènes réclament leur autonomie sans pour autant réussir à s'accorder sur les contours géographiques de leur peuple. À l'ombre des grandes déclarations d'universalisme, le printemps des peuples en Europe marque aussi l'éveil des nationalismes.
L'idée qu'une nation soit en fait un pas vers l'universel, c'est une idée qui est très 19e siècle. Ça nous paraît paradoxal que parce qu'on est au 21e siècle. Au 19e siècle, on pense que si on obtient la libération de son peuple, on obtiendra par celle-là même la libération de tous les peuples et on pourra créer une fédération des États-Unis d'Europe, qui pour certains prendra la forme d'une monarchie, d'autres pour la forme d'une république. Mais il n'y a aucune contradiction dans l'esprit des acteurs du temps entre les deux notions. C'est au moment où on va essayer de mettre en place ces États-nations que ces contradictions vont apparaître de façon extrêmement forte. Bien souvent, dans les images du printemps des peuples, seules les couleurs du drapeau nous permettent de savoir si nous sommes à Berlin, à Milan, à Prague ou à Paris. D'un pays à l'autre, les gestes et les symboles se reprennent. Partout, on lève des barricades. Ça, c'est vraiment le motif commun qui, à toute l'Europe, qui devient l'objet révolutionnaire par excellence. Le mot barricade est ancien et viendrait des barriques que l'on entasse avec des pavés, des meubles et tout ce que l'on a sous la main de morceaux de ville pour freiner la progression des troupes et les assaillir de différents projectiles. C'est une forme d'expression politique qui remonte à la fin du XVIe siècle, mais 1848 est l'apogée de la barricade. On en construit 200 à Vienne, 1500 à Paris, 2000 à Milan. La barricade, c'est un effet de signal. C'est un déclencheur. Ça veut dire que, au fond, ça symbolise ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, non seulement barrer la route, mais au fond, polariser l'espace public. On est d'un côté ou de l'autre de la barricade. C'est au fond l'objet du combat par excellence. Pas simplement du combat de rue, mais du combat politique. Ça sépare. C'est au fond une machine à faire advenir le peuple. La République bourgeoise et la République ouvrière deviennent, en juin 1848, irréconciliables. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, est élu président et mettra officiellement fin à la Seconde République à la suite de son coup d'État du 2 décembre 1851. L'esprit du printemps a fait long feu. Partout en Europe, les forces conservatrices reprennent violemment le pouvoir et rétablissent l'ordre de Vienne. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le gouvernement ottoman envoie des troupes à la frontière autrichienne pour prévenir la contagion révolutionnaire qui gagne les Balkans. En Colombie, les ateliers nationaux de Louis Blanc font des émules, tandis qu'à Santiago du Chili est créée une société de l'égalité. Les débats sur l'esclavage et le droit des femmes font rage à New York comme à Cuba. Mais au total, que reste-t-il de 1848 ? Le bilan comptable, on va dire, si tant est que nous sommes les comptables de l'histoire de 1848, d'une certaine manière, il est désastreux. Et c'est pour cela, au fond, que dans le siècle des révolutions, le millésime 1848 peine à trouver place, et à trouver surtout une place honorable. La postérité gardera longtemps l'image des révolutionnaires de 1848 comme des 48ards idéalistes qui ne soutiennent pas la comparaison avec leurs prédécesseurs de 1789 ou leurs successeurs de la Commune de Paris en 1871. Comme si le terme même de printemps des peuples trahissait un état d'immaturité et d'inachèvement dont on pourra trouver l'écho dans la désignation du printemps arabe en 2011. Même Ce qui est important dans 1848, c'est au fond les promesses non tenues qu'elle laisse derrière elle, et aussi le désir pour d'autres de relever ces promesses. Quelque chose a été possible. De la participation politique, de l'espace public, de la revendication de fraternité, de l'émancipation. Tout cela a échoué, sans doute, mais tout cela a eu lieu. Cette ouverture des possibles, eh bien, elle repousse toujours plus loin l'idéal révolutionnaire. On a parlé parfois d'un peuple introuvable. Et c'est bien parce qu'il est introuvable, ce peuple, qu'au fond, il est toujours mensonger ou illusoire de parler au nom du peuple. Parce qu'il est toujours à venir.